con un cap dret, pren un portabut i vergonya calandret. Dale en un joc, esta casa un d'un puig, faci que fa joc, i costat de Santa Cruz, iau. Je voudrais dire ceci, en pesant mes termes. Jamais grèves n'ont été, à mes yeux, plus dénuées de sens, ni plus inutiles que celles. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. On aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. Hein, s'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous allez bien. En matière de pierre, de roche, c'est vrai que spontanément, comme ça, on pourrait imaginer que le mot grève rime d'abord avec pavé. Le pavé qu'on va battre durant les manifestations des mobilisations sociales, les pavés qui vont être érigés en barricades lorsque les grèves deviennent insurrectionnelles, et on en a dénombré quand même quelques-unes, à travers l'histoire sociale, politique et révolutionnaire de ce pays. Et puis de temps à autre, les pavés qui partent en direction des forces de l'ordre. Ça arrive aussi de temps en temps. Autant de choses auxquelles on a pu assister, en particulier durant ce qui reste pour l'heure, la plus grande grève générale de l'histoire sociale de l'Hexagone avec ses 10 millions de grévistes. Je parle évidemment de mai 1968. La grève est poursuivie à l'unanimité. Un brigadier a le crâne ouvert par un pavé. Mal préparé à une telle agressivité, les forces de l'ordre chargent à l'aveuglette et matraquent tout ce qui bouge. Vers 14h30, au croisement de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain, commence la première bataille de la journée. Les manifestants seront foulés par la place Maubert, où pendant plusieurs heures, un duel d'artillerie, pavé contre grenade, va les opposer aux policiers. Pourtant, eh bien, la seule relation que le mot grève entretient avec une forme de roche quelconque, c'est avec gravat, gravier. Parce que étymologiquement, la grève, ça vient de là. Gravat et gravier, comme les déjections émises par les fleuves le long de leur parcours sur les méandres et qui vont finir par s'accumuler pour constituer des plages de gravier. Une plage de ce type-là a vu le jour au fil du temps, il y a plusieurs siècles maintenant, le long de la Seine en plein cœur de Paris. Et pour des raisons de commodité, eh bien, les bateaux ont décidé de s'amarrer là pour débarquer leurs marchandises. Le port de Grève a vu le jour de cette manière à Paris. Puis les quais de Grève, puis par extension, la place de Grève a vu le jour également, qui bien plus tard, au XIXe siècle, sera rebaptisée place de l'Hôtel de Ville, pour ceux qui connaissent, qui donc, avant d'être repavée, avant d'être recouverte de bitume, eh bien, sera entièrement recouverte de gravillons. Ça sera un marché, ça sera un lieu de confluence, d'affluence, de circulation. Ce sera la place de Grève aussi un lieu d'exécution publique durant l'Ancien Régime. Aussi pendant la Révolution française de 1789, qui n'échappera pas à la règle, puisque en 1792, eh bien, la guillotine, semble-t-il, a commencé ses basses œuvres sur la place de Grève. Elle avait donc aussi cette réputation, et d'ailleurs Victor Hugo en parle dans son roman Notre-Dame de Paris. Mais elle n'avait pas, la place de Grève, que cette réputation-là. Avec les grandes modifications économiques et la révolution industrielle, elle va aussi devenir le centre névralgique de l'activité marchande et économique en plein cœur de la capitale. Raison pour laquelle, quotidiennement, des centaines, puis des milliers d'ouvriers vont aller sur la place de Grève pour se porter candidat à l'ouvrage, c'est-à-dire en quête d'un emploi. Donc, à contresens de ce qu'on en retient aujourd'hui, pendant longtemps, faire grève, c'était aller place de la Grève pour chercher un emploi. Mais du coup, c'est devenu aussi ce lieu de concentration d'ouvriers privés d'ouvrages, privés d'emploi, qui en profitaient pour discuter à la fois de l'embauche, des conditions de travail, des salaires, et qui ont fini par revendiquer. Et par ce glissement sémantique, faire grève a fini par acquérir le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc c'est une forme d'expression populaire qui a été l'aboutissement linguistique
d'une pratique qui préexistait. On l'imagine bien tous et toutes qu'on n'a pas attendu le 19e siècle pour que le fait de cesser le travail soit un signe de protestation sociale. La première grève en France répertoriée date, semble-t-il, de 1229. Elle a eu lieu dans une université, et pas des moindres, l'université de Paris, qui était une des universités théologiques les plus en vue au niveau européen. Elle a eu lieu suite à la répression meurtrière par la garde royale d'étudiants après que des altercations aient eu lieu dans le quartier avoisinant de Saint-Marcel. Et dès lors, étudiants et enseignants à l'université de Paris vont organiser un boycott qui va durer, écoutez bien, 2 ans et qui va s'étendre à tout le royaume. Un siècle plus tard, c'est aussi un des charmes imprévus de la création de l'imprimerie. Rappelons toujours que pour Gutenberg, l'idée de l'imprimerie, c'était de reproduire les saintes écritures, c'est-à-dire la parole officielle, mais elle a eu aussi des conséquences imprévues. Par exemple, à Lyon, en 1539, où des typographes se mettent en grève. Ce qui va pousser, à l'époque, le roi François Ier à interdire toute forme d'assemblée des typographes, des ouvriers, des compagnons, des contremaîtres. Et ça va rester une constante durant toute la monarchie. Mais là aussi, la Révolution française de 1789 ne va pas échapper à la règle, puisque quelle qu'ait été sa dynamique sociale, elle est aussi restée une révolution bourgeoise. Et donc, en 1791, la loi Le Chapelier va instituer le délit de coalition, qui va purement et simplement interdire en fait toute forme de pré-syndicalisme qui était à l'époque porté par un pré-prolétariat qui était assez turbulent et agité durant la Révolution elle-même, notamment dans les faubourgs parisiens, les fameux sans-culottes qui étaient des artisans qui n'en étaient déjà plus tout à fait et qui se sont fait entendre malgré ce dispositif législatif durant la Révolution de 1789 et aussi plus tard, durant la Contre-Révolution. Ce qui fait que, Napoléon, lui, va carrément interdire le droit de grève. Le Code civil de 1810, dans ses articles 414 et 415 en particulier, qui menacent de peines d'emprisonnement allant, écoutez bien, de 6 jours jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, toute personne qui va participer activement à une forme de cessation de travail concertée qui porte atteinte, écoutez bien, au libre exercice de l'industrie et du travail. On croirait entendre parler certains éditorialistes de nos jours. On était pourtant en 1810. Ça ne va pas empêcher la classe ouvrière de continuer à s'organiser, plutôt à bas bruit, dans les entreprises, avec des sociétés de secours mutuels, des coopératives, avec des formes de corporations, et puis s'organiser aussi politiquement dans des sociétés secrètes. Ça ne va pas empêcher surtout la classe ouvrière de continuer à agir durant les futures révolutions, celles de 1830 et celles de 1848, et de quelle manière. Et la pression est tellement forte que même sous le Second Empire, le pouvoir n'aura pas d'autre choix, finalement, que de non pas légaliser la grève, mais on va dire la dépénaliser en 1864 avec la loi Olivier, évidemment, l'a bien nommée. Dès lors, les grèves vont se démultiplier et le mouvement ouvrier en France va prendre l'essor historique qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'il va se construire. Et face à cet état de fait, la Troisième République, en 1884, n'aura pas d'autre choix que de valider précisément ce qui est déjà rentré dans les mœurs, c'est-à-dire l'existence du syndicalisme avec les lois Waldeck-Rousseau. Quant au droit de grève en tant que tel, avec cette appellation, il faudra attendre l'après-Seconde Guerre mondiale, en 1946, avec la Constitution et son alinéa 7 dans le préambule, pour que le droit de grève devienne constitutionnel, ce qui reste visiblement en travers de la gorge d'un certain nombre de responsables politiques qui reviennent systématiquement à la charge. Alors évidemment, présenté comme ça, j'ai bien conscience de contribuer à cette thèse assez flatteuse qui voudrait que finalement la grève est fondamentalement une idée française, qu'on serait les champions du monde de la grève. Vous savez, la gréviculture, cette expression tout à fait péjorative utilisée par les libéraux et les réactionnaires en ce moment même. En finir avec la gréviculture. Si on sort de la gréviculture qui a fait pas mal de mal, on fait grève avant d'avoir mal. Moi je pense que ce qui est important, ça serait peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture. C'est ça la question. Faut sortir de cette culture de la grève, de la gréviculture. En gros, la grève serait une invention 100% française. Et pourquoi la France est-elle championne du monde de la grève ? Faire grève serait un sport national. La France serait championne du monde en matière de conflit. Eh bien, il n'en est rien. Les premières modalités d'action de ce genre ont été datées par les historiens, écoutez bien, à 2258 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, à l'occasion de la construction de la pyramide de Khéops, où les ouvriers ont fait grève pour protester contre le fait qu'on leur retirait leur portion d'ail dans leur nourriture.
un peu plus d'un siècle plus tard, toujours en Égypte, dans la vallée des rois, les travaux dirigés par Ramsès III, cette fois-ci, nouvelle grève, pour protester également sur les portions d'alimentation. Tout ça pour dire qu'en fait, la grève, elle n'est pas d'abord française, elle n'est pas d'abord égyptienne. La grève, elle s'accommode mal des périmètres préétablis, des frontières, parce que c'est surtout, d'abord et avant tout, un réflexe social pour crier son injustice. Raison pour laquelle elle a été déployée sur toute la planète avec des histoires singulières, mais elle a touché tous les continents progressivement, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, absolument partout. Avec évidemment des spécificités qu'on va retrouver dans les appellations. Par exemple, grève en espagnol, c'est la huelga. La huelga, c'est le fait de ne rien faire. Donc c'est assez littéralement cesser le travail. Strike, en anglais, le striking, c'est une pratique qui date de la fin du XVIIIe siècle, apparemment, où les marins jetaient à terre leurs outils, tiraient les voiles, pour signifier tout simplement qu'ils refusaient d'embarquer. Donc, en fait, ça a été une pratique universelle. La grève n'est pas le propre d'un seul pays. La grève n'est pas non plus le propre d'une seule corporation, contrairement à ce que certains imaginent. Par exemple, je prends cette illustration, mais en France, un des plus grands mouvements de grève qu'on ait connu a eu lieu durant l'année 1947. Et à l'origine, à l'initiative, en tous les cas, l'élément déclencheur n'est pas venu des secteurs auxquels on pourrait s'attendre. Les mineurs, à l'époque, ou encore les cheminots, ou encore les gaziers ou les électriciens. Non. En fait, tout ce qu'a fait déclencher 1947 dans son envergure, figurez-vous que ce sont les ouvriers boulangers qui ont fait grève plusieurs jours au tout début du mois de juin 1947 pour protester contre l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Et donc, ça a touché, plus tard, les ateliers de Villeneuve-Saint-Georges chez les cheminots qui ne pouvaient plus tout simplement faire leur casse-croûte et qui sont entrés dans la danse. La grève s'est généralisée, même si c'est vrai qu'à la fin du mois d'avril, déjà, la grève contre la vie de la direction de la CGT à l'époque avait débuté dans les ateliers de Renault-Billancourt. Paris à nouveau connaît les grèves. Conducteurs de métro, conducteurs d'autobus ont débrayé, ou plutôt ont mis au point mort. Du jour au lendemain, Paris s'est trouvé sans transport. Les autocars ont heureusement recueilli les piétons inhabituels que la grève des transports a jetés sur le pavé, si l'on peut dire. Et partir au bureau tout à coup semble une expédition quelque peu campagnarde et pleine de hasard. Les autocars sont devenus parisiens, mais la bonne humeur, elle, n'avait jamais cessé de l'être. La bonne humeur et avant tout le système D. Une grande grève générale qui vient nous rappeler qu'en fait, oui, les boulangers occupent une histoire un peu particulière dans l'histoire sociale de ce pays. Rappelons que durant la Commune de Paris en 1871, on avait interdit le travail de nuit pour les ouvriers boulangers. Il y a donc cette grève de 1947. On retrouvera les boulangers dans la rue dans les années 1950, puis dans les années 1970 contre le poids de la grande distribution. Vous savez, les boulangers, ceux qu'on a vus descendre dans la rue il n'y a pas si longtemps pour nous expliquer que le prix de la baguette pourrait exploser si aucune mesure n'était prise par rapport à la flambée des prix de l'électricité du fait de la libéralisation de l'énergie au niveau européen. Des petites chouquettes pour soutenir les artisans boulangers, madame. On peut plus payer nos factures, on va être obligé de fermer, donc on est obligé de vous embêter et d'essayer de nous faire entendre. Aujourd'hui, on est là, on fait une action coup de poing, on est là pour distribuer des tracts, des petites viennoiseries, des factures qui sont devenues astronomiques. Pendant 2 ans, je payais au maximum 1800, 2000 euros. Et je suis passé à 12 880 et des poussières pour ce mois-ci, ce sera débité là le 7 janvier. Vous savez, la question de l'accès aux matières premières, de la farine, du blé, elle est inflammable dans notre pays. De mémoire aussi, c'est un des éléments constitutifs de la Révolution de 1789. Je dis ça, évidemment, je dis rien. La grève n'est donc pas le propre d'une corporation, pas le propre d'un seul pays. Elle n'est pas non plus le propre d'une seule modalité d'action. En fait, la grève avec un grand L et un grand G, ça n'existe pas. Il existe une variété de grèves différentes entre la grève reconductible, la grève du zèle, la grève par procuration, la grève où on met un brassard et on continue à travailler comme au Japon, ce qui est en partie une légende urbaine. Bref, il y a 1001 manières de faire grève parce que la grève n'est jamais préfabriquée. C'est ce que vient nous dire, en substance, à travers le temps, une révolutionnaire, une femme qui a joué un grand rôle dans la social-démocratie allemande au début du siècle passé, qui s'appelle Rosa Luxembourg, à travers cette contribution que je recommande à chaque fois, qui s'appelle « Grève de masse, syndicat, parti ». À l'époque, Rosa,
se penche sur l'impact politique de la grève générale qui a eu lieu en Russie en 1905, où les premiers soviets, c'est-à-dire les assemblées de travailleurs, ont déjà vu le jour. C'est annonciateur, mais à ce moment-là, personne ne le sait encore, de la grande révolution de 1917. Et évidemment, au-delà des grandes différences qui fait que les périodes ne se ressemblent pas, Rosa nous redit quelques évidences. La première, c'est que la grève générale, c'est d'abord et avant tout un mouvement réel, un mouvement invisible et souterrain, dit-elle, qui peut tantôt jaillir à la surface du sol, comme une source vive, tantôt repartir dans la terre, mais qui continue son travail. Rosa, sur la grève de 1905 en Russie, remonte tous les éléments de la mobilisation sociale aux grèves qui ont lieu dans le textile à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle. Raison pour laquelle Rosa Luxembourg nous reprécise que du coup, la grève générale ne se décrète pas, ni dans sa manière la plus glaciale, celle des bureaucraties syndicales à l'époque, ni dans sa version la plus enthousiaste, celle des anarchistes de l'époque. Elle dit que c'est ce mouvement réel qui pousse donc du coup le mouvement ouvrier à y intervenir, à apprendre des modalités d'action, autant qu'on aura un mouvement ouvrier qui va chercher à l'orienter, fort de sa constance, de sa conscience et de sa mémoire, pour faire en sorte que cette grève générale puisse fonctionner. Mais à une condition, nous dit Rosa Luxembourg, l'unité compacte du mouvement ouvrier entre syndicats et partis. Quelque chose qui peut-être devrait nous faire réfléchir. Et elle conclut sur cet élément sur lequel je vais également conclure, en nous disant que la grève générale, à cette échelle-là, c'est la meilleure école d'auto-éducation politique. Parce que la foule, les masses, font irruption sur le devant de la scène sociale et politique et apprennent énormément de choses en très peu de temps. Sa formule étant qu'en 6 mois de grève générale, on apprend plus qu'en 10 ans de réunions publiques et de tracts. Et encore plus qu'en termes d'années de chroniques que je pourrais faire à Là-bas si j'y suis. Donc, amis auditeurs et auditrices de Là-bas si j'y suis, vive la grève générale, le combat continue. Hé, c'est la fin de la pause. Allez, allez, bougez, au travail, au travail. J'ai rien dit. J'ai dit que c'est la fin de la pause. S'il vous plaît. Oui. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content, pas content, pas content. Calme, camarade. Pas content, pas content, pas content. Oh. Qui est le responsable? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez 2 nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça ne marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. Ensuite, et pardon si je te coupe, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire? Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Nous recevons trop de coups de fouet. Certains de nos camarades souffrent de maux de tête terribles à cause des fouets qui claquent, ça leur fait la tête comme un gros chat. Oui, et tant qu'on y est, à propos des repas, si on pouvait accompagner les gentils d'un sanglier, hein, ou 2, par exemple. Hein. Non. Si je diminue les coups de fouet, vous travaillerez plus lentement et le palais sera pas terminé à temps. Et moi, papa, croco. C'est ça que vous avez... Ça suffit, numéro 10. Itinéris a raison de pas se laisser faire.